accompagnons plus de 3000 clients en France sur ces sujets-là, avec quasiment 200 consultants qui sont des spécialistes de ce domaine depuis plus de 20 ans. Parce que nous sommes convaincus qu'au fond, la performance, qui est un peu notre ADN, le conseil en performance, eh bien, il passe par des salariés qui sont en bonne santé et puis qui sont super engagés au quotidien. Donc c'est là-dessus qu'on travaille depuis plus de 20 ans avec certains d'entre vous et puis avec beaucoup d'acteurs, d'entreprises françaises. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très central pour nous, clé. Et lorsque Charlotte Lecoq a publié son rapport sur la santé au travail, eh bien, nous nous sommes dit que ce serait formidable de pouvoir l'avoir avec nous dans cet amphithéâtre, avec vous, pour partager sur ces sujets et faire une journée un peu de brainstorming, d'échange, de pratique du terrain, dans ce contexte de réflexion sur une réforme de la santé au travail. Et je souhaite tout de suite remercier très chaleureusement Charlotte Lecoq d'avoir répondu à cette invitation. C'est un honneur pour nous, c'est un très grand plaisir de vous avoir aujourd'hui pour nous expliquer les grands axes de cette réforme qui sont au fond dans votre rapport. J'ai l'honneur d'introduire la conférence de Charlotte Lecoq, députée de la 6e circonscription du Nord, si je ne me trompe pas. Je vous propose de l'applaudir, ça va la faire plus facilement venir. Je voudrais remercier Thibaut Charmet et Fabien Piazon et puis bien sûr toute votre équipe de m'avoir convié ce matin parce que pour moi ce sont des temps très importants. Vous me faites vraiment l'honneur et le plaisir de mettre en valeur le rapport que nous avons remis avec Bruno Dupuis et Henri Forest au Premier ministre et à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Et donc pour moi, ce sont des temps importants parce que à partir du moment où le rapport est remis, il continue son chemin. Il va être une des bases de réflexion pour les partenaires sociaux et le gouvernement. Et pour moi, c'est important d'avoir l'occasion de l'échange, de la pédagogie autour de quel est ce scénario, pourquoi on est arrivé à faire ces propositions. Et donc, ce que j'ai prévu, c'est de vous expliquer dans les grandes lignes la méthodologie et les orientations que nous proposons, mais c'est qu'ensuite, effectivement, on puisse avoir ce temps de débat, d'échange ensemble pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et puis aussi faire cheminer la réflexion parce que rien de ce qui est écrit n'est dans le marbre et n'est figé. C'est une base qui doit maintenant mûrir et avancer. Peut-être, avant de rentrer vraiment dans le rapport, vous situez comment la santé au travail vient s'inscrire dans le projet politique finalement que nous portons, que porte le président de la République et le gouvernement et la majorité. On a la volonté de poser le travail comme la pierre angulaire de la transformation qu'on est en train de conduire, de mener pour la France. Et ça veut dire que notre objectif, c'est que chacun puisse trouver son émancipation à travers le travail. Et donc, il faut qu'il y ait du travail. Et c'est pourquoi on a d'abord porté vraiment des réformes qui visent à libérer les entreprises, à favoriser l'investissement, l'engagement, l'entrepreneuriat, parce qu'on veut que ça engage une dynamique de création d'emplois. Qu'on a ensuite voté aussi la loi Avenir professionnel qui vise à développer aussi la formation pour que tout à chacun puisse avoir les compétences à un moment donné pour accéder à un travail. Qu'on veut favoriser l'emploi, l'inclusion par l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, la question de la santé au travail, elle vient aussi s'inscrire dans cette logique, dans cette politique, en disant il faut que tout à chacun puisse travailler, mais aussi puisse travailler en santé, et trouver du sens aussi dans son travail. Et c'est un des objectifs de la réforme qui va ensuite être portée
Donc tout ça, ça s'inscrit, j'allais dire, dans un puzzle un petit peu plus global. La lettre de mission qui nous a été donnée par le Premier ministre, Édouard Philippe, à Bruno Dupuis, donc, qui est consultant en management et qui a, lui, été conseiller social de Xavier Bertrand lorsqu'il était ministre. Donc il a conduit ces réformes côté gouvernement quand il y était, donc 2011-2012. Et donc avec Henri Forest, qui lui est ancien médecin du travail et ancien secrétaire confédéral de la CFDT, qui a aussi accompagné, porté les précédentes réformes de santé au travail. Donc vous voyez, j'ai eu la chance de travailler avec deux poids lourds, on va dire, du sujet, deux experts. Et la lettre de commande du Premier ministre était de dire, voilà, on a un système avec des acteurs qui apparaissent assez nombreux. On a le sentiment d'un millefeuille, comme c'est souvent le cas en France. Regardez l'efficacité et l'efficience de ce système et dites-nous ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Et puis dites-nous aussi, au regard de la pénurie annoncée de médecins du travail, comment est-ce qu'on traite cette question. Alors je vous l'ai dit, moi j'étais avec deux experts poids lourds du sujet, avec peu d'expérience en politique parce que j'ai été élue députée en juin 2017. Auparavant, je faisais du conseil en management, en organisation du travail, et donc j'ai abordé bien sûr les questions de prévention, des démarches de prévention et de qualité de vie au travail dans les entreprises. J'ai du conseil auprès des TPE-PME et aussi auprès du secteur médico-social, donc les EHPAD, les structures pour les personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai voulu apporter, j'allais dire, mon regard justement différent, peut-être très terrain, en tant que nouvelle parlementaire et avec toute mon expérience professionnelle. Et j'ai proposé que dans notre méthodologie, pour démarrer en fait notre étude, on n'ait pas une approche macro du système, mais qu'on commence sur le terrain. Et donc, on a rassemblé à travers des ateliers collectifs différents acteurs, surtout des TPE-PME, parce que c'était ma fibre, et puis parce qu'on sait que c'est elles qui sont les moins bien outillées, accompagnées pour pouvoir conduire des démarches de prévention. On les a mises autour de la table, donc on a eu 2 fois une 50aine de participants. Il y avait aussi des responsables RH, sécurité, des plus grosses entreprises, des acteurs de la prévention, des acteurs des professionnels de la santé au travail. Et on leur a demandé, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on peut dire de ce système d'acteurs et en quoi est-ce qu'il répond ou pas aux besoins des entreprises et des salariés. On a voulu vraiment que la clé d'entrée, ce soit vraiment le besoin des entreprises et des salariés. Et les premières réponses qui sont ressorties de ces ateliers, elles ont été donc à travers différents constats. Premier constat, oui, on confirme le constat du Premier ministre dans sa lettre de mission. Le système est devenu complètement illisible pour nous parce qu'il y a un nombre d'acteurs très important. Il y a les services de santé au travail, interentreprises en particulier pour les TPE-PME. Mais aussi pour des grandes entreprises, donc ils sont très nombreux, il y a ces acteurs-là, mais il y a aussi les CARSAT qui interviennent, il y a aussi des professionnels des ARACT, il y a aussi l'INRS qui produit un certain nombre d'outils, de méthodologies, et puis bien sûr il y a des acteurs privés nombreux sur ce champ. Donc la première chose qui est ressortie, c'est illisible et on a du mal finalement, même si on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs, et qu'il y a beaucoup de ressources, de guides, d'outils, sur Internet aussi. Mais finalement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver ? On ne sait pas vraiment à qui on doit s'adresser, pourquoi. Avec le point particulier que le service de santé au travail est quand même l'acteur numéro 1 de proximité, qui est très proche de l'entreprise. Toutes les entreprises connaissent leurs services de santé au travail, ont un interlocuteur, et les salariés connaissent aussi la médecine du travail.
Mais le problème qui était identifié tout de suite, c'est que cet acteur, qui est le premier acteur interlocuteur de proximité, souffre d'une image devenue assez négative. Alors, je fais du global parce qu'évidemment, il y a plein d'exceptions à ça, mais il souffre d'une image négative dans le sens où beaucoup de chefs d'entreprise ont dit ça nous coûte très cher pour finalement un service qui nous semble en deçà du coût. Les chefs d'entreprise en disant on paye une visite médicale 80, 90, 100 euros alors que ça nous coûte beaucoup moins cher auprès d'un généraliste. Donc ce qui montre que finalement la relation entre le coût de l'adhésion et le service qu'on reçoit en retour est complètement floue, puisque l'adhésion ne correspond pas juste à la visite médicale. Mais en tout cas c'est lu comme ça par beaucoup de chefs d'entreprise, de TPE, PME. Et puis, pour certains salariés, c'était aussi nous dire, le problème, c'est que le médecin du travail, on ne le voit pas forcément trop souvent, c'est pas un interlocuteur naturel, on va plus facilement parler à son médecin généraliste, mais qui, lui, ne peut pas bien faire le lien entre notre situation personnelle, notre santé, et notre situation au travail. Donc, déjà un problème dans la relation avec ce premier maillon qui pourtant est essentiel, et vraiment c'est pas une critique du travail qui est fait par les services de santé au travail, c'est vraiment une critique de comment est lue la relation et comment elle se vit de manière quotidienne, même si on a certaines entreprises qui à l'inverse nous disent moi j'ai une très bonne relation avec mon médecin du travail, avec mon pôle santé-travail, enfin avec mon service de santé au travail, et il m'accompagne vraiment dans ma démarche de prévention et au-delà. Autre constat qui nous a été dit, c'est quand on parle de santé et de sécurité au travail, on ne l'aborde pratiquement tout le temps que sous l'angle de la sanction. Il faut que vous fassiez un document unique, sinon ça va vous coûter tant si vous êtes contrôlé. Il faut que vous mettiez en œuvre telle et telle règle, parce que sinon vous allez avoir des sanctions pénales, financières, etc. Ce qui est assez pesant et n'est pas très engageant non plus pour les chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise, toujours de TPE, PME, de nous dire, vu comme ça nous emmène dans une démarche où on se dit, bon, qu'est-ce que je fais moi pour être en conformité pour qu'en gros on ne m'embête pas. Donc je remplis ma checklist, mais ça ne nous emmène pas dans une démarche proactive de prévention, de recherche de performance dans la santé et la sécurité au travail. Et donc cette approche par la sanction, elle est nécessaire. Il faut qu'il y ait des sanctions. On sait bien, s'il n'y a pas de sanctions, on sait qu'on n'emmènera pas toutes les entreprises, c'est évident, mais elle atteint ses limites et elle est tout à fait insuffisante pour véritablement impulser, engager une démarche proactive de prévention, de santé au travail. L'autre point de constat qui nous a été fait, c'est la question de la complexité, la lourdeur juridique. Certaines entreprises disant, voilà, une fois que j'ai rempli toutes mes obligations réglementaires en termes de formation, par exemple sécurité, j'ai explosé mon budget sécurité et je ne peux plus rien faire d'autre. Ou alors, j'ai un tel empilement que, à un moment donné, j'ai parfois des choses qui se contredisent un petit peu. Et revenait aussi la question du document unique. Les limites de ce document dont on parlait tout à l'heure, aborder vraiment un peu comme le sentiment d'une usine à gaz où on a X pages de tableur à piloter, inconnu par les salariés, très peu appréhendé par le chef d'entreprise et son équipe, et donc aussi un outil qui montre complètement ses limites, et où on voit aussi, et moi je l'ai vraiment vu sur le terrain, des chefs d'entreprise de petites structures qui vont aller chercher un document unique type sur Internet, ou qui vont le faire par leur expert comptable. J'ai rien contre les experts comptables, mais parfois voilà, et donc voilà, on se met dans une logique de se mettre en conformité par rapport à la réglementation, alors que c'est pas ça en fait. La logique du document unique, c'est vraiment, vous connaissez, identifier, planifier, etc. Donc un besoin aussi de revoir ça. Et puis dans cette logique, c'était aussi de dire finalement
moi, chef d'entreprise, si je suis engagée en matière de santé au travail, que je sois bon ou pas bon, au final, sauf à ce qu'il y ait vraiment un accident qui se produise et qui soit grave et où là j'ai des conséquences importantes, mais sinon je suis pas tellement reconnue finalement lorsque je suis un chef d'entreprise assez vertueux dans ma démarche de prévention des risques, et surtout pour les petites qui n'ont pas de corrélation entre leurs cotisations à TMP qui sont liées à leur secteur d'activité et leur démarche, leur niveau de sinistralité, etc. Donc les entreprises ont dit c'est bien à un moment donné de nous donner des malus quand on n'est pas bon, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des bons points qui nous encouragent et qui nous valorisent dans nos démarches. Donc on a fait tous ces constats et ce qui est ressorti finalement dans les premières pistes de proposition de ces chefs d'entreprise, salariés, etc. qu'on a consultés, c'est de dire finalement on aurait besoin d'un interlocuteur qui nous accompagne véritablement dans une démarche de prévention, qui nous accompagne de manière positive, c'est-à-dire qu'il soit dans une démarche de conseil plutôt que de sanctions ou de réglementation. Et qui soit simple, qui soit clair, qui soit lisible. Et est apparue à ce moment-là la notion de guichet unique. On veut un guichet unique, une clé d'entrée, pour ne pas devoir aller chercher un peu partout des informations, des outils, des accompagnements. On veut un partenaire qui nous emmène. Et donc ensuite, nous avons conduit un certain nombre d'auditions avec les acteurs, on va dire classiques, fer de lance de la santé au travail, que sont l'ANACT, l'INRS, bien sûr les partenaires sociaux, et puis l'ensemble des représentations qu'on a pu identifier pour les services de santé au travail notamment. On a fait également des constats à une échelle plus macro, ensuite vraiment sur le système et sa gouvernance. Différents points qui sont ressortis autour de ça, c'est premier constat, on a un système nous en France qui est extrêmement tourné vers la réparation, qui s'appuie sur la réparation. C'est-à-dire que nous, ce qui est positif, c'est que on indemnise un arrêt maladie, un arrêt de travail, un accident de travail ou une maladie professionnelle plus vite, plus longtemps, de façon plus importante et pour davantage de pathologies ou de typologie de risque que pratiquement n'importe quel autre pays. On est vraiment très tourné vers la réparation. Quelqu'un qui est victime d'un accident de travail en France est le plus indemnisé, accompagné, réparé entre guillemets pour ça. Par contre, on n'est pas très bon, même pas bon du tout, en matière de prévention. Un exemple, un chiffre marquant, les cotisations accident de travail, maladie professionnelle, en France, on consacre seulement 3-4% de ce budget-là à vraiment de la prévention. Alors qu'en Allemagne, par exemple, on va être plutôt sur 10%. Donc on a vraiment une approche très différente, en fait, dans notre culture. On est resté sur la réparation. Et pourtant, on a quand même déjà depuis quelques années l'ensemble des acteurs que je vous ai cités tout à l'heure ont complètement intégré que ça, c'était plus possible, qu'il fallait maintenant basculer dans une vraie logique de prévention. Et ils ont élaboré ensemble le plan santé au travail, le 3e plan santé au travail, qui était vraiment remarquable comme outil, mais qui restait complètement inconnu même dans la profession. J'ai très peu connu, j'ai connu vraiment à une échelle très macro, parce que cet outil qui consistait à définir de grandes orientations sur engager cette démarche de prévention, identifier des risques prioritaires de prévention, mener des actions coordonnées des acteurs, une fois qu'il a été créé, cette belle boussole commune pour l'ensemble des acteurs, elle a été un petit peu posée sur la table et un peu oubliée. Et c'est-à-dire que le constat qu'on a fait, c'est que finalement, chacun des acteurs se saisit d'une part de ce plan, mais au regard de ses propres orientations, il n'y a pas véritablement de manière orchestrée pour piloter la mise en œuvre et s'assurer qu'on coordonne bien les moyens.
Et la problématique que tout cela pose, c'est que finalement, on se retrouve avec un système où on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de moyens quand même aussi qui sont mis sur la table, mais avec une déperdition assez importante. On a de la redondance. Parfois, certains acteurs vont produire les mêmes outils à destination des mêmes publics ou pour une même typologie de risque, mais ces outils, une fois créés, vont rester un peu confidentiels. C'est-à-dire que peu d'entreprises vraiment vont pouvoir les exploiter, les utiliser parce qu'elles ne les connaissent pas ou parce que ça nécessite un accompagnement qu'on ne fait pas. Donc on a une vraie problématique d'efficacité du système qui est liée à cette difficulté de pilotage macro et cette animation, cette coordination entre les acteurs. Et cette gouvernance, pourquoi est-ce qu'elle est complexe en fait aujourd'hui ? C'est tout simplement parce qu'on a un nombre d'acteurs qui est très important et avec des fonctionnements un petit peu hétéroclites. On a par exemple un peu plus de 250 services de santé au travail, et donc sur une région, ça veut dire que chaque service de santé au travail doit négocier un agrément, il faut qu'il y ait des CEPAM, il faut qu'il y ait des conventions entre les différents acteurs entre eux, avec la CARSAT, avec l'ARACT, etc. Donc il y a un temps et une énergie consacrée à se coordonner chaque acteur entre eux qui est considérable et qui manque d'efficacité, puisque, in fine, on voit bien cette profusion d'outils et à côté de ça, des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'on a des risques qui ne sont pas suffisamment étudiés, on a des entreprises qui ne sont pas suffisamment accompagnées pour mettre en place les choses. Et donc, ce que nous avons proposé à partir de tous ces constats, c'est de dire, finalement, quand on regarde les précédentes réformes, ça a été toujours des petits pas pour aller vers un peu plus d'efficacité, un peu plus de coordination. Mais on n'a jamais fait vraiment le grand pas de dire, voilà, maintenant on réorganise véritablement les choses pour être plus efficace. Et on y va autour de cette feuille de route qu'est le PST. Et donc, nous voulions au départ faire plusieurs scénarios, mesurer avantages, inconvénients de chaque scénario pour pouvoir un petit peu laisser du choix. Et en fait, plus on a cheminé, et plus on s'est dit non, il n'y a pas 36 scénarios, il y en a un. C'est celui qui fait vraiment basculer dans la logique de prévention, c'est celui qui fait basculer dans une gouvernance très 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 simplifiée, allégée. Par le fait finalement de rassembler les acteurs de la prévention, donc les préventeurs et les professionnels de santé au travail, au sein d'une même entité à l'échelle de chaque région. Et c'est ça vraiment que l'on propose pour pouvoir avoir sur chaque territoire une offre de service qui soit complète pour l'entreprise, avec le suivi médical individualisé tel qu'il est obligatoire et tel qu'il est réalisé aujourd'hui, avec du conseil, de l'accompagnement, des outils pour mettre en place des démarches de prévention, avec du maintien dans l'emploi, et là on va avoir besoin aussi d'aller chercher des acteurs tels que les SAMET, les Cap Emploi, pour travailler sur la question du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou des personnes qui peuvent avoir à un moment donné un accident. On a besoin de renforcer absolument le maintien dans l'emploi. Donc cette structure qui rassemblerait toutes ces compétences, elle proposerait aussi cette offre de service. Elle proposerait de la formation pour les préventeurs et pour également les managers, les ingénieurs, parce qu'on voit bien que la problématique aussi de départ, c'est que nos managers, nos ingénieurs sont insuffisamment formés, sensibilisés aux enjeux de santé, sécurité, qualité de vie au travail. Et d'ailleurs, quand c'est abordé dans leur formation, c'est la sanction, le droit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas du tout abordé comme un axe de stratégie managériale et organisationnelle. Et puis on propose aussi que cette structure, elle fasse de la collecte de données en harmonisant, puisque aujourd'hui on a des pratiques qui sont très différentes d'un acteur à un autre, donc on n'a aucune possibilité de capitaliser et d'analyser les données qui sont obtenues par ce biais-là. Donc on propose, voilà, de rassembler ces acteurs en une force, une task force de prévention sur chaque territoire, et on pose un principe
qui est de dire, de notre point de vue, il faut séparer les acteurs qui font du contrôle, comme l'inspection du travail, qui a un rôle de contrôle de respect de la règle auprès des entreprises, des acteurs de la réparation, que sont aujourd'hui les CARSAT, pour qu'elles puissent rester plutôt sur un rôle effectivement aussi de contrôle de ce qui est mis en œuvre dans l'entreprise, d'alerte sur les chiffres de sinistralité. Elle a toujours son droit d'injonction, son pouvoir d'injonction pour une entreprise, mais pour nous, il faut bien séparer ça de la notion de conseil, d'accompagnement, parce qu'une entreprise, si on veut qu'elle nous dise tout, qu'elle ouvre sa porte, qu'elle dise ça c'est pas bon, ça je sais que je suis pas bon non plus, là comment je peux faire, il faut qu'elle se sente libre et qu'elle n'ait pas l'inquiétude d'une éventuelle sanction, d'une éventuelle augmentation de ses cotisations, etc. Donc pour nous, c'est un principe qui nous semble fondamental et très important. Et donc on propose que les préventeurs qui travaillent au sein des CARSAT soient rassemblés dans ces structures de santé au travail, ces structures régionales de santé au travail, pour que ces structures puissent avoir en fait des équipes pluridisciplinaires, agiles, qui viennent intervenir auprès des entreprises en fonction de cette offre de service que je vous ai rapidement décrite et en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise et dans une feuille de route, plan régional de santé au travail dont elle aurait la charge en fait de dérouler, de mettre en œuvre sur le territoire. J'espère que c'est pas trop confus quand je vous l'explique comme ça, mais on pourra échanger là-dessus. Nous, ce que l'on veut, quand on dit on veut séparer contrôle, réparation et conseil en prévention, c'est parce qu'on veut aussi basculer les entreprises dans une logique autre que celle de la sanction, et de dire voilà, la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail, c'est de la performance globale, et c'est vraiment dans cette logique-là qu'on veut les emmener. Donc on veut un acteur qui est capable de leur donner à voir les enjeux, le retour sur investissement, s'il faut parler clairement, c'est vraiment ces notions-là, retour sur investissement. Si on s'engage, on en tire de la performance pour l'ensemble de l'entreprise. Et on sait que ce sont des enjeux très important, enfin vous en êtes tous convaincus ici, mais on sait que les jeunes générations sont en attente de sens au travail, d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, vont être amenés à avoir des parcours beaucoup plus mouvants que ce que les générations précédentes ont connu, ce ne sera plus des parcours linéaires, donc on a véritablement besoin de faire rentrer les entreprises dans la capacité à s'adapter finalement à ça et à en faire un vrai levier d'attractivité, de fidélisation et de développement des compétences de ces équipes. Donc voilà ce que nous avons proposé de faire et tout cela serait, chaque entité régionale serait conventionnée avec une structure nationale qui elle aurait une gouvernance tripartite, c'est-à-dire qu'on met les partenaires sociaux dans le jeu et l'État, parce que l'État il a un rôle aussi d'impulser politiquement et puis de faire le lien entre cette politique de santé au travail et puis les politiques de santé, les politiques environnementales, politiques économiques. Il faut que tout soit lié de façon assez cohérente. Donc c'est ce que nous avons proposé. À l'intérieur de ces structures, on propose aussi de mettre en place une cellule dédiée aux risques psychosociaux, parce qu'on voit bien qu'on a un vrai sujet et qu'on a une évolution aussi sur la question. On n'a pas souhaité, nous, aborder la question du burn-out intégré dans les tableaux de maladies professionnelles, parce que c'était pas la commande de départ, et puis ça ne nous semble pas être un sujet du tout mûr aujourd'hui. Par contre, de travailler et d'accompagner efficacement les entreprises sur la question des risques psychosociaux, c'est une évidence, c'est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, la problématique aussi qu'on a, c'est qu'un salarié qui est en situation de mal-être ou de difficulté dans son travail, il va prioritairement voir son médecin généraliste, mais il ne va pas y avoir vraiment de connexion qui va se faire avec la situation dans son entreprise. Donc on a besoin de créer cette cellule pour permettre aux salariés de pouvoir l'interpeller, d'avoir du conseil, etc. Et aussi que cette cellule, elle puisse accompagner l'entreprise qui a des symptômes de risques psychosociaux ou qui, de fait, comme les risques psychosociaux naissent dans toutes les situations de travail,
veut s'engager dans une démarche très proactive. Donc on propose la création de cette cellule et puis on propose aussi encore autre chose qui va demander une révolution culturelle, c'est de décloisonner médecine de ville et médecine du travail. Aujourd'hui, le médecin du travail n'a pas accès au dossier médical du salarié, donc du patient. Pourquoi ? Parce que c'est pas inscrit dans la loi et puis parce que il y a des freins culturels qui sont vraiment forts. Or, on a des salariés qui nous ont dit, par exemple, moi, le médecin du travail, je lui ai pas dit que j'avais un problème lombaire, etc., parce que j'avais peur qu'il me mette en arrêt. J'avais peur qu'il me prononce en inaptitude. Sauf que comme il lui a pas dit, la pathologie n'a pas été prise en compte, donc elle s'est aggravée, et après on a une personne qui est en invalidité maintenant. Donc vous voyez, il y a véritablement besoin de reconnecter ces deux mondes, qui parfois travaillent ensemble, mais encore une fois, c'est pas structuré, ça dépend un peu de la bonne volonté des gens sur le terrain. Et donc, on veut ouvrir le dossier médical partagé aux médecins du travail. Alors, il y a des conditions, bien sûr, à prendre en compte, à respecter. Mais on veut aussi décloisonner et qu'il y ait beaucoup plus de liens qui se fassent entre ces deux mondes pour ne pas laisser le salarié seul et surtout laisser des situations comme ça s'aggraver. On a une vraie problématique de traitement d'inaptitude chez nous. On ne sait pas bien l'anticiper et on ne sait pas bien la traiter. Donc une personne, une fois qu'elle est prononcée inapte, c'est une catastrophe pour son parcours professionnel. Elle part dans une rupture professionnelle et après c'est très très compliqué pour la remettre à l'emploi. Alors qu'on a beaucoup de pratiques dans d'autres pays où il n'y a pas de rupture, on trouve des aménagements, des solutions pour permettre à la personne de continuer de travailler même si c'est dans des conditions différentes. Mais parce que c'est du lien social, c'est garder une place dans la vie professionnelle. Donc on a besoin absolument de revoir ça, d'où cette nécessité de mieux organiser les acteurs pour pouvoir avoir des médecins du travail notamment qui sont plus mobilisés sur ces sujets-là, sur les cas médicaux un petit peu complexes et qui puissent travailler en meilleur lien avec les médecins généralistes. Donc voilà un petit peu les différentes propositions que nous avons pu faire. Il y en a d'autres, mais je vais peut-être pas tout balayer maintenant. Je pense notamment aux aidants familiaux. On sait que ce sont des publics sensibles. Ça se voit vraiment de plus en plus dans la société. La société vieillit, donc de plus en plus de salariés seront confrontés à devoir travailler et en même temps accompagner un proche âgé qui est en situation de dépendance. Donc c'est un vrai sujet pour les entreprises. Il faut qu'elles se saisissent de ça, mais il faut aussi qu'elles puissent être accompagnées pour pouvoir traiter ces situations. Donc, on a fait l'ensemble de ces propositions qui ont été remises au Premier ministre et donc au ministre Santé et Travail fin août. Et ça fait son petit chemin. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont favorables à la mise en œuvre de ce rapport. On les a bien sûr, on a beaucoup associé les partenaires sociaux dans cette réflexion. Eux aussi sont en train de s'approprier le sujet. Alors il y a des freins qu'on identifie bien, des freins culturels, des freins des questionnements de fond que se posent aussi les acteurs qui sont concernés par cette fusion, qui se demandent mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va nous devenir, comment ça va impacter. Donc il y a beaucoup de questions à traiter. Et tout ça, ça va être l'objet d'une réflexion, d'une négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. On attend la lettre d'orientation du gouvernement qui devrait être début janvier. Et ensuite, il y aura quelques mois de concertation et un projet de loi qui va sortir donc en 2019. Alors, je pourrais vous donner d'échéances précises, mais probablement mi-2019, une nouvelle loi sur la santé au travail pour embarquer cette profonde réforme du système. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour permettre un peu de temps. Je suis dans le timing, Fabien. Parfaite. Merci. Merci beaucoup.